3, 2, 1... Salut la team et merci à vous les tipeurs. L'année 2020 a été synonyme de grosses avancées sur la chaîne, on en parlera bientôt et tout ça c'est grâce à vous, et même à vous tous qui êtes là à regarder. Alors big up everybody and enjoy la vidéo, même si je suis pas tout à fait bilingue. Aujourd'hui, après avoir évoqué la conférence Est samedi dernier, c'est l'Ouest dont je vais parler en mode coast to coast. Ouais, la NBA va reprendre là et je suis comme un fou pour parler d'actu, donc je ne me prive pas. Maintenant que j'ai fait mes prédictions sur la conf Est, puis sur les Awards, il faut vraiment qu'on passe à l'Ouest, et cette conférence s'annonce lourde. Comme pour la vidéo de la semaine dernière, je suis allé récolter les questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur Twitter ou sur Facebook, et j'en ai sélectionné une partie. Ça a été dur souvent, mais aussi dans tout le tas de questions que j'ai reçues, il y a eu des interrogations qui revenaient régulièrement. Pour vous contenter un maximum, j'ai donc tenté de privilégier celle-ci dans mes choix. Aussi, il faut savoir qu'une fois que j'aurai répondu, je donnerai une note sur 5 étoiles à la team qui sera concernée, comme la semaine dernière là encore. Je vous mets mon barème là, vite fait en bas. Comme vous le voyez, ce n'est pas vraiment une note qui va juger de la qualité de l'effectif, mais plutôt qui correspondra aux attentes que l'on placera envers les teams que je vais aborder. En gros, le plancher qu'elles doivent au minimum atteindre selon moi. Et forcément, vu que les deux conférences ne présentent pas tout à fait la même densité en termes de level, les notes que j'ai données pour les teams de l'Est la semaine dernière ne seront pas comparables avec celles que je donnerai aujourd'hui. C'est quand même important à savoir ça. Je pense que à l'Est, la course aux dernières places des playoffs sera plus ouverte à mon sens, donc ce sera plus facile d'obtenir 3 étoiles. Donc voilà, ça me semblait nécessaire de le préciser. Bref, enfin dans cette vidéo, j'aborderai les équipes en prenant l'ordre inverse de leur classement de la saison dernière. C'est ainsi qu'on commencera par les Warriors, pour conclure par les champions de l'an dernier, les Lakers. Bah ouais, parce que le watch time, moi j'aime bien ça. Alors je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de la vidéo, on ne perd pas plus de temps et on enchaîne. C'est parti pour ma FAQ preview de la conférence Ouest. Comme prévu, on commence par une team très intéressante, les Warriors, pour qui j'ai sélectionné une question de Chicharito. Leur intersaison est-elle assez bonne à tes yeux pour combler le manque du deuxième Splash Bro? Franchement, j'ai envie de dire oui. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et je le vois régulièrement en commentaire, mais moi, cette team, je la trouve cool et équilibrée. Bien sûr, Oubre, c'est pas Thompson, Wiggins, c'est pas Durant, et Wanamaker, c'est pas Livingston, mais faut arrêter de vivre constamment dans le passé. Je n'attends bien sûr pas des Warriors qu'ils battent leurs 73 wins de 2016. Mais cette team, perso, je la trouve hypante, le 5 a de vraies qualités et très complémentaire à mes yeux. Je suis assez curieux aussi de voir l'impact que peuvent avoir les rookies James Wiseman et Nico Mannion. Parce que oui, ils ont une équipe moins folle qu'il y a 2 ans, c'est clair, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour dormir complètement sur les Warriors? Je ne pense pas, car oui, malgré la blessure de Clay, l'intersaison a été prometteuse, et je pense qu'il y a de quoi viser haut dans cette team. C'est la raison pour laquelle je leur file 3 étoiles et demie. Bien sûr, ils ne feront pas partie des premiers favoris pour le titre, mais les voir terminer top 3, top 4 à l'ouest ne me surprendrait pas beaucoup. La suite avec Minnesota et une question de bécouille sur Insta. Est-ce que les Wolves peuvent gagner un minimum sans défense? Alors là, Clément, tu mets le doigt sur le sujet qui fâche du côté du Minnesota. Autant en attaque avec Rubio, D'Lo, Edwards et Kat, le potentiel est ouf, autant en défense on peut se demander qui fera l'affaire. La perte de Robert Covington a fait beaucoup de mal en ce sens la saison dernière. Alors, est-ce que ça peut gagner? Tout dépend de ce qu'on appelle gagner. En saison, oui, je pense que ça peut faire de la win, et que quand tout le monde sera on fire, il sera très dur de les arrêter. Je n'en doute pas trop, ça peut gagner suffisamment pour accrocher les playoffs, ou au moins le play-in. Maintenant, en post-season, quand les défenses se resserreront, ce sera une autre histoire. Honnêtement, à ce jour, je n'imagine pas cette team passer un tour sans plus de défense. Maintenant, je suis pas hyper pessimiste non plus, car des gars comme Towns ou Edwards ont les outils nécessaires pour performer. Si Kat met un peu plus d'envie et que le numéro 1 de la dernière draft mûrit vite, ça peut être prometteur. Mais ça fait quand même beaucoup trop de si pour avoir de vraies certitudes. Un score de 2 étoiles et demie me convient donc bien, c'est l'attente minimum, terminé entre le play-in et la qualification directe en play-off, je pense. Mais c'est quand même dommage de ne pas pouvoir viser plus haut avec autant de talent dans le roster. Les Pelicans maintenant, avec une question de Yorick, qui lui aussi vient d'Insta. Qui est le franchise player entre Brandon Ingram et Zion Williamson? Y a-t-il vraiment besoin d'avoir un franchise player défini chez ces Pels? Perso, je pense que c'est bien trop tôt pour graver dans le marbre une hiérarchie. L'an dernier, Ingram a été excellent. Il a montré que même s'il ne suffisait pas pour s'accrocher aux playoffs, il était capable de porter sa team, et de façon brillante en plus. Zion, lui, on a pu avoir qu'un faible échantillon, mais quel échantillon, y a de quoi baver. Dommage qu'il ait été très limité par les blessures, puis les restrictions de minutes dans la bulle. Alors à terme, si tout va bien, que Zion garde la forme et peut obtenir un temps de jeu significatif, ce sera lui le franchise player, mais à terme. Pour l'instant, rien ne sert de se presser, et je pense que les Pelicans le savent. Le mieux donc pour Stan Van Gundy, avant de fixer sa hiérarchie, sera de développer un fond de jeu qui pourrait permettre à Lonzo, Ingram et Zion notamment de performer ensemble. Une fois que cette étape sera franchie, on verra bien qui sera le franchise player pour ces prochaines années. Du coup, je leur mets 2 étoiles et demie, même si l'objectif premier sera le développement et la cohésion, il y a bien trop de potentiel et de talent dans cette team pour les imaginer en fin de tableau. Cependant, comme
Comme je le disais, au vu de la densité de la conférence Ouest, je pense que l'idéal pour cette team sera d'envisager cette saison comme une campagne dédiée à la formation. Si Zion ne joue ne serait-ce que 80% des matchs, quel que soit le bilan, ce sera déjà une réussite. Beaucoup de choses maintenant dépendront de ce que donnera le développement des jeunes de cette équipe. Puis avec les vétérans que sont Steven Adams et Eric Bledsoe, pourquoi pas même ne pas tenter d'accrocher les playoffs. Ce que je trouve cool avec ces Pelicans, c'est qu'il n'y a vraiment pas de plafond pour eux. Viennent les Kings maintenant, les Kings, une équipe pour laquelle j'ai vraiment du mal à lire l'avenir. D'ailleurs Alain, toi qui poses la question, tu sembles un peu comme moi. Faut-il tout péter à Sacramento pour pouvoir mieux reconstruire? Alors, vous avez capté, la situation des Kings, je la trouve pas ouf, loin de là. Mais c'est compliqué de tout péter à nouveau, c'est ce que les Kings font tout le temps, j'ai l'impression. Puis là, avec la prolongation de De'Aaron Fox, Sacto semble réellement compter sur lui. Du coup, j'avoue, j'ai pas trop compris la draft de Tyrese Haliburton, rookie en qui je crois fort pourtant. Ils vont le faire jouer comment entre Fox et Hield? Pas trop compris non plus la signature de Hassan Whiteside, même s'il n'a pas vraiment coûté cher. À quoi ça sert de recruter des gars qui vont prendre du temps de jeu aux jeunes à développer? Ce qui est compliqué là, c'est que l'équipe part de très bas et j'ai beaucoup de mal à être optimiste. L'histoire du sign and trade raté autour de Bogdanovic avec les Bugs me questionne beaucoup en plus de ça. Vlade Divac a eu beau faire ses valises, la team a l'air toujours d'être aussi mal gérée. Puis je ne vois pas trop quelle pièce ajouter pour vraiment step up, alors construire autour de Fox. Why not? De toute façon, il y a plus trop le choix. Mais le mieux à faire peut-être, c'est d'essayer de regrouper tous les autres assets pour essayer d'attirer du All-Star pour aller avec lui. Mais ce ne sera pas simple, et en attendant de voir ce qu'il va se passer, je ne donne qu'une seule étoile à ces Kings. Désolé les fans de Sacramento, mais j'ai l'impression que cette saison encore risque d'être assez longue. Autour des Spurs, désormais, qui d'un certain côté m'intrigue pas mal. Pour eux, une question de Jagger Poilan sur Twitter. Que faut-il penser du maintien de Greg Popovich au poste de head coach? Quoi en penser? Perso, je trouve ça très bien. Pop montre de vraies valeurs auxquelles je suis sensible dans le basket. À l'inverse d'un Phil Jackson qui en tant que coach a toujours privilégié les équipes qu'il ferait gagner pour encore approfondir sa légende, Pop lui est fidèle aux Spurs, quoi qu'il se passe, quoi qu'on en pense. L'an dernier, il n'a pas fait les playoffs pour la première fois depuis 1997, et pourtant, malgré ses 72 ans, le tacticien est toujours là. Franchement, ça montre qu'il aime son taf, car quand on a trop goûté à l'adrénaline que provoque la win, c'est parfois difficile de revenir en arrière. Pop, lui, s'en fout, on a l'impression, et il prouve que le développement des gamins semble l'intéresser et le motiver tout autant que la quête des titres. Je suis content que des jeunes comme Dejounte Murray, Derrick White, Lonnie Walker, Devin Vassell ou encore Keldon Johnson, Jacob Poeltl et Luka Samanic soient entourés par un tel tacticien. Bon, par contre, je dois l'avouer, au départ, je me disais que ce serait pas mal que San Antonio se débarrasse de DeMar DeRozan et de LaMarcus Aldridge, voire même de Rudy Gay. Je me disais que ce serait plutôt bien que ces trois-là fassent leur valise pour laisser la place aux jeunes, justement, et repartir de tout en bas. Pourtant, tout comme Pop, ces vétérans sont toujours là, et finalement, je ne trouve pas ça bête. Visiblement, il se régale en tant que mentor, et ça, je pense que Pop n'y est pas pour rien. Puis à ceux qui pensent que Popovich est périmé, regardez comment ses assistants ont évolué à travers les époques. Soit Pop les choisit bien, soit il les forme à la perfection, et il y a sûrement un peu des deux. Becky Hammon, Will Hardy ou encore Chip Engelland seront là pour l'épauler encore cette année, et allez, on peut déjà presque parier sur le fait qu'au moins l'un ou l'une devienne head coach dans le futur. Je suis donc content que, avant de partir, Popovich puisse au maximum transmettre encore son héritage aux Spurs et même à toute la NBA. Puis l'équipe, globalement, sans être folle, a des qualités. Ça va choper quelques wins, je pense, y a moyen. Je leur mets donc 2 étoiles et demie en me disant qu'attraper une place qui se situerait entre la 8ème et la 10ème à l'ouest doit être un objectif minimum. Go les Suns maintenant avec Nicolas Francisco de Facebook. Est-ce que Phoenix va nous surprendre cette saison comme ils l'ont fait dans la bulle? Eh bien moi je ne vais plus du tout parler de surprise, mais plutôt de confirmation maintenant. Ces Suns, Nicolas, je les attends. Les gars m'ont réellement hypé dans la bulle, je suis chaud sur eux, et Devin Booker, qui a mené sa team à un bilan de 8-0 à Disney, restera mon MVP de cœur sur les seeding games en Floride. Avec les progrès visibles, notamment défensivement, de DeAndre Ayton, mais aussi les arrivées de joueurs référencés comme Chris Paul ou Jake Crowder, les Suns n'ont plus le choix, ils doivent performer. Il n'y a donc plus de question de surprise là, mais plutôt une question de répondre aux attentes. Si les Suns ont fait venir Chris Paul après la saison qu'il vient de réaliser à OKC, c'est pas pour jouer au Playmobil. Alors attention, je ne dis pas non plus que ça doit truster la tête de la conférence, mais ça doit au moins jouer les playoffs. Ce sera le minimum syndical pour moi, et voilà qui explique mes 3 étoiles. Bon, le rythme est cool là et je suis chaud pour les Grizzlies avec le pivot sur Twitter. Est-ce que les Grizzlies vont réussir à se faire une place en playoff dans la jungle de l'Ouest? Et ouais, le pivot, t'as capté, le souci c'est qu'en playoff, il y a que 8 places par conférence, enfin 10 si on ajoute le play-in. Alors on va essayer d'aborder les choses dans l'ordre à Memphis. Déjà, j'attends pas mal de Ja Morant. Le gamin, pour sa 2e saison, aura forcément gagné en expérience et en maturité. En vrai, j'aimerais qu'il se discipline un peu, qu'il soigne davantage son jeu, que ce soit en attaque ou en défense. On n'en fait pas trop car tout ça se règle avec l'âge et la maturité généralement.
personnellement, mais il y a quelques irréductibles qui ont la tête dure parfois, j'espère que Morent ne fait pas partie d'entre eux. Ja en tout cas à mon sens aurait tout à gagner dans un tel processus et pourrait viser bien plus haut en faisant davantage attention aux détails dans son jeu. Maintenant, plus globalement, contrairement à beaucoup d'équipes de seconde partie de tableau, notamment à l'ouest, je trouve que ces Grizzlies n'ont pas énormément progressé pendant cette off-season. Les cadres sont restés les mêmes plus ou moins, ils sont jeunes, on s'attend à ce qu'ils progressent mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Je mets donc 2 étoiles à l'équipe du Tennessee. Ces Grizzlies peuvent atteindre le play-in je pense, mais à moins d'un énorme duo Ja Morant, Jaren Jackson Jr. pour être dans les 8 finaux, j'ai tendance à avoir d'autres favoris à l'ouest. Il faudra donc vraiment s'accrocher pour cette team et je ne leur souhaite que de me faire mentir. On monte de plus en plus en température, là ça se sent avec Portland, pour qui j'ai sélectionné une question d'Aman. Est-ce que les Blazers n'ont pas déjà atteint leur plafond? J'ai l'impression que chaque année, c'est ce qu'on se dit, mais aussi que chaque année, quand ces Blazers sentent l'odeur du sang, ils se transforment, ils se transcendent. Le retour de Nurkic a fait énormément de bien, j'ai trouvé, l'an passé, et l'intersaison là a apporté du lourd en plus. Robert Covington, Enes Kanter, Harry Giles et Derrick Jones Jr. ça emmène de la défense, de la taille, de la longueur et du jump, ça tue quand même. Tout ça fera du bien aux Blazers, j'en suis sûr. Selon moi, ça compensera, et même mieux encore, le départ de Whiteside vers Sacramento. Donc je dois le dire, cette team me hype. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui vont envoyer du bois à l'ouest, et ce sera sûrement très difficile de sortir de cette conférence. Le pivot disait que c'était la jungle tout à l'heure, lorsqu'on parlait de Memphis, je crois, et il a tout à fait raison. Alors si le plafond de Portland, c'est la finale de conférence de 2019, à mon avis, on peut dire que oui, il est atteint. J'ai du mal à imaginer cette team faire beaucoup mieux tout de suite en l'état. D'ailleurs, si ça échoue au premier, voire même au deuxième tour, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure idée du monde de re-signer McCollum, dont le contrat s'arrêtera en juillet. Le laisser partir pour obtenir à la place un profil plus complémentaire à Lillard, plus défensif peut-être, ne me paraîtrait pas une mauvaise idée. Mais bon, nous n'en sommes vraiment pas là, et en attendant, cette équipe des Blazers a de quoi viser de vrais objectifs. Je leur mets donc 4 étoiles, parce que pourquoi ne pas les imaginer en finale de conférence, franchement? Je dis pas que ça va se faire, mais si c'est leur plafond, il y a moyen de l'atteindre. Le potentiel est là, et puis ensuite, qui sait, quand t'es dans le carré final, tout devient possible. Allez hop, allons dans le Texas et parlons des Mavericks avec une question de Théodore. Les Mavs autour du duo Doncic-Porzingis vont-ils atteindre la finale de conférence cette année ou est-ce que c'est encore trop tôt? Oula non, je ne pense pas, je suis désolé mais pour moi c'est bien trop tôt pour envisager un objectif si élevé. Bien sûr que je trouve le duo Doncic-Porzingis prometteur, mais sans même parler de la santé du laiton, ce qu'il y a autour je ne suis pas fan. À mon sens, Tim Hardaway Jr. et Josh Richardson, même s'ils ont un profil intéressant, ont un côté un peu trop arroseur pour être des options viables sur lesquelles on peut compter à coup sûr en playoff. Le départ de Seth Curry d'ailleurs, en tant que menace extérieure, pourrait faire du mal à cette team. Après, faut être sincère, Luka Doncic a beaucoup trop de talent et Rick Carlisle connaît beaucoup trop bien le basket pour que cette saison soit un échec. Un flop cuisant, c'est quelque chose que je ne peux pas envisager, et à Dallas, ça fera au moins aussi bien que l'an dernier, j'en suis à peu près sûr. Par contre, atteindre la finale de conf avec cette concurrence dont on parle depuis tout à l'heure là, me paraît présenter une marge bien trop haute à ce jour. Viser les playoffs et essayer de passer un tour représentera un objectif qui sera sûrement suffisamment ambitieux pour cette équipe. Go le Jazz avec Nico Montipicon, qui a une question plutôt cash. Rudy Gobert ne devrait-il pas aller dans une franchise plus solide? Alors je sais que beaucoup de gens, notamment les fans de Boston, espèrent que Rudy Gobert fasse ses bagages. Mais moi perso, je ne comprends pas trop l'idée le concernant. Lui, pour le moment, il attend un supermax à Utah, rien d'autre. Je pense pas que ce soit dans ses plans de partir, puis je comprends pas trop en fait pourquoi le Jazz ne serait pas solide. Voilà désormais 4 ans que les playoffs n'ont pas été manqués, et à chaque fois, Utah n'y a pas fait que de la figuration. Quinn Snyder est un très bon tacticien, même s'il y a mieux, et l'équipe, je trouve, fit parfaitement autour du jeu de Rudy. Le recrutement de Bojan Bogdanovic l'année dernière par exemple était très intéressant je pense. Dommage qu'en raison de sa blessure il n'ait pas pu le montrer dans la bulle. Mike Conley après une saison d'adaptation plutôt décevante, je vais l'attendre au tournant et je suis certain qu'il peut encore apporter, notamment défensivement. De ce côté là aussi le retour de Derrick Favors dans la peinture je le trouve excellent. Si la défense du Jazz était moins percutante que les autres saisons l'an dernier, tout semble désormais en place pour que le verrou se referme. Perso je trouve que cette équipe a de vraies ambitions et je pense que Rudy peut vraiment s'épanouir dans un tel groupe qui, ne le cachons pas, vise la gagne. C'est ainsi que je pose mes 4 étoiles sur la table. Même si je ne vais pas dire que Utah est un vrai contender pour le titre, je pense qu'ils peuvent embêter beaucoup de concurrents. Alors soyons clairs, et là c'est mon cœur qui parle, je préférerais voir Gobert assuré dans un énorme rôle à Utah plutôt que de le voir gagner à coup sûr en rejoignant une super team en tant que role-player. Puis l'histoire nous l'a montré, l'herbe n'est pas toujours plus verte chez le voisin. Direction OKC, le Thunder, avec une question de Mehdi. Vont-ils avoir le pire bilan de l'histoire? Pire bilan, c'est sévère quand même, ça voudrait dire moins de 11% de win. Sur 72 games quand même, je pense que OKC pourra en gagner 8, c'est le minimum. Alors c'est clair, hein, l'équipe est réellement affaiblie avec les départs de Paul, Schroeder et Adams. Puis Marc Daigneault, le nouveau coach, on ne sait pas trop ce que ça vaut sur un banc. Du coup, on va parler de Shai Gilgeous-Alexander, à qui les clés de la ville sont promises. Il y a des chances qu'il performe méchamment individuellement, mais je ne suis pas certain que ça puisse suffire pour choper beaucoup de victoires. Mais
est-ce que c'est vraiment le but? Avec tous les tours de draft récupérés par Presti, on a plutôt une vision à long terme du côté de l'Oklahoma. Puis moi, ce que j'aime bien au milieu de tout ça, en vrai, c'est la présence de Al Horford, un bon vétéran pour encadrer tous ces gamins. Puis je sais pas, j'ai l'impression que créer la surprise, ça fait partie de l'ADN de cette franchise. Alors ne me faites pas mentir, hein, je ne dis pas qu'ils vont faire les playoffs, loin de là. Mais mettre en course pour le play-in sera sûrement compliqué. Par contre, j'ai un bon pressentiment sur le fait qu'ils seront moins mauvais que ce que tout le monde semble penser. Alors je n'irai pas jusqu'à leur mettre 2 étoiles non plus, mais une seule, ça me semble trop sévère. Je coupe donc la poire en deux avec 1,5. Haha, voici les Rockets avec une question de Bibi Lolo. Est-ce que Houston peut rater les playoffs? Aïe 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 aïe. Cette question elle est dure Loric, mais je l'aime bien. C'est bien pour ça aussi que je l'ai sélectionné. À Houston, depuis plusieurs années, on tente des trucs autour de Harden, et jusque-là, la deuxième star n'a pas vraiment été trouvée. Dwight Howard, Chris Paul, Russell Westbrook, personne n'a jamais fait l'affaire. Maintenant, on va tenter John Wall, et pourquoi pas. Au premier regard, il n'y a aucune raison pour que ça ne fasse pas moins bien que les autres années. Pas mieux, mais probablement pas pire non plus. Sachant que si ça se trouve, quand la vidéo sortira, Harden ne sera déjà plus là, mais je ne vais pas faire ma preview sur des spéculations, donc on va faire comme s'il était encore présent. Et là, du coup, si on prend du recul sur la situation des Rockets, ça m'inquiète. Avec les départs de Daryl Morey et Mike D'Antoni, on a tourné une page dans le Texas, et l'ambiance a l'air bien moins fun qu'auparavant. Harden ne semble pas hyper en forme, il ne cache pas qu'il veut partir, et ça pourrait être néfaste pour le groupe. Pas certain que son retard à la reprise ait été vu d'un bon oeil. Là, le mec semble en mode je m'en foutiste pour essayer de faire comprendre au mieux à ses dirigeants qu'il faudrait le trader. Ce genre de contexte dans une équipe est toujours toxique. Et Houston, je pense, devrait trouver une solution au plus vite. Puis si ce qu'on raconte sur le barbu est vrai à propos de ses fréquentes virées à Vegas, il y a quand même de quoi s'inquiéter sur son sérieux. Donc ouais, cette team quand même, au vu de ce qu'elle présente sur le papier, se doit de au moins lutter pour les playoffs. C'est pourquoi je mets 3 étoiles. Par contre, est-ce qu'il y a moyen de complètement flopper, imploser et passer à côté de tout ça? Je pense que oui, car pour l'instant, tous les voyants sont au rouge foncé même. On arrive au top 3 de l'an dernier là, qui présente du très fat, avec Denver pour commencer. Pour ces Nuggets, une question de Pierre-Alexandre. Nikola Jokic peut-il être MVP cette saison? Bonne question, car a priori le mec a tout, le talent, la polyvalence, l'efficacité, mais aussi la promesse de résultats collectifs. Donc ouais, il peut, par contre je ne sais pas, ceux qui ont vu ma vidéo sur les awards comprendront sûrement, mais je trouve que cette année, la course au MVP est plus ouverte que jamais. Le Joker fera ses trucs, comme d'hab, il montera sûrement en puissance tout au long de la saison, et à moins de pépins physiques, j'en suis persuadé, il brillera. En parallèle, je vois toujours ces Nuggets aussi forts, peut-être même encore meilleurs que l'an dernier. Jamal Murray, entre autres, est en ce moment sur une courbe ascendante qui ne semble pas prête de se stopper. De plus, les séries épiques que la team a vécues dans la bulle ont forcément soudé tout ce groupe. Ajoutons à cet effectif un Michael Porter Jr. dont on attend beaucoup désormais et le cocktail semble bon pour tout péter. Alors peut-être que si Denver explose tout à l'ouest, cette saison Jokic peut être MVP. Et si je leur mets 4 étoiles et demie, c'est que même s'ils ne sont pas mes favoris, je les en sens capables. Mais franchement, je pense qu'il faudra au moins passer par là, être top 1 à l'ouest pour que le Joker soit récompensé. Voilà, les Clippers qui en ont déçu beaucoup en playoff, avec une question de Julien, de Facebook. Est-ce que les Clippers sont plus forts que l'an dernier? Attention, ces Clippers étaient déjà très bons l'an dernier, du moins sur le papier. Ce qui a fait défaut surtout, c'est le manque d'alchimie, le manque de vécu collectif dû au load management et aux blessures. Si en plus de ça, les histoires de jalousie qu'on a rapportées du vestiaire sont vraies, on peut comprendre plus ou moins pourquoi ça n'a pas fonctionné. Par contre, cet échec, c'est loin d'être une question de talent, faut en être conscient. Pour pallier à tout ça, je pense que l'idée de recruter des vétérans expérimentés avec la tête sur les épaules était très bonne. Les venues de Serge Ibaka et Nicolas Batum vont dans ce sens, et je les trouve bien sentis. La perte principale, Montrezl Harrell, est selon moi d'ores et déjà compensée avec ces deux-là. Donc dans le talent pur, je ne sais pas si je dirais qu'ils sont plus forts que l'an dernier, mais ils sont au moins aussi bons. Cependant, notamment avec Tyronn Lue comme coach, je pense que les égos devraient bien mieux pouvoir être gérés. Donc ouais, d'autant plus avec une saison de vécu collectif dans les pattes, je les attends plus performants que l'année dernière. De toute façon, je mets 5 étoiles à ces Clippers car je les attends très haut. Pour atteindre au minimum les finales, ce qui doit être l'objectif, les mots d'ordre cohésion et adaptation seront essentiels pour Tyronn Lue, et ça tombe bien, c'est son truc ça. Il y a donc moyen de faire quelque chose de très lourd, mais la condition sine qua non sera que tout le monde mette la main à la pâte. Pour terminer en beauté, en feu d'artifice, voici les champions en titre, les Los Angeles Lakers. À leur propos, c'est Lionel qui m'interroge. Ne manque-t-il pas un shooter aux Lakers? J'aime bien cette question et je vais me pencher là-dessus. Forcément, avec le départ de Danny Green, même s'il a beaucoup été trollé pendant la finale, les Lakers perdent un shooter de qualité. Le départ d'Avery Bradley également, qui est parti vers Miami, n'arrange rien en ce sens. Par contre, les Californiens ne sont pas restés bredouilles. L'arrivée de Wesley Matthews notamment est un coup très bien senti. À 34 ans, il est un vétéran qui se bat, qui a la niaque et qui n'hésitera pas à prendre ses
responsabilités dans les moments importants. Pour moi, c'est tout à fait ce genre de gars qu'il faut avec LeBron et AD. Puis en termes de shoot, il est du level de Danny Green, minimum. Ajoutons à ça Kentavious Caldwell-Pope, Markieff Morris ou Alex Caruso qui peuvent mettre quelques triples, mais aussi Talen Horton-Tucker qui se révèle peu à peu, et je trouve que ça va, ça shoot à LA. D'autant plus que Dennis Schroeder dégainera bien plus souvent derrière la ligne que ce que Rajon Rondo le faisait. Marc Gasol, de son côté, en mettra plus que Dwight Howard ou que Javal McGee. Franchement, quand on y pense, c'est limite mieux que l'an dernier, je trouve, du point de vue du shoot. Alors je comprends, hein, c'est les champions en titre et c'est normal qu'on essaye de leur trouver des points faibles à ces Lakers. Au vu du départ de Danny Green notamment, j'admets qu'au premier abord, l'adresse de loin pourrait t'inquiéter. Mais honnêtement, tu l'as compris Lionel, je ne m'en fais pas du tout de ce côté-là. Si je donne 5 étoiles aux hommes de Frank Vogel, c'est qu'encore une fois, je pense qu'ils peuvent aller très loin. Et allez, je me mouille, je vois cette équipe au moins aussi forte, si ce n'est meilleure que celle qui a gagné l'an dernier. Voilà pour ce qui est de vos questions, voilà pour ce qui est de ma grande preview de la conférence Ouest. Dites-moi en commentaire le nombre d'étoiles que vous donnez à vos teams, ça m'intéresse de connaître les tendances un peu. On verra si on est d'accord ou si au contraire on est en totale opposition. Après, désolé bien sûr à tous ceux qui ont posé des questions mais que je n'ai pas pu sélectionner. Chaque jour j'en ai reçu des centaines, notamment sur Instagram, et je ne vais pas le cacher, ça fait chaud au cœur. Merci à tous d'avoir participé. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes présents et que constamment vous répondez aux sollicitations. Meilleure commu du monde. D'ailleurs, si vous voulez donner de la force, on a lancé notre premier format long d'une vingtaine de minutes sur la chaîne de Basket Info. On a essayé de faire un truc en mode documentaire un peu, sur les pompes NBA, en brossant tout ce qui entoure les sneakers. Ça parle d'histoire, de culture, de technologie, et on a essayé d'être les plus complets possibles. Perso, j'ai vraiment kiffé bosser là-dessus, donc je vous invite à aller voir. Sinon, vous le savez, pour débattre avec la commu, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe, il y aura le lien de l'invitation dans la description. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche, on pose son meilleur commentaire et on lâche un énorme pouce bleu. C'est capté, le 4 à la suite la team. À très vite.